Bonjour, alors l'objet de la table ronde, c'est les BD de Marcel Pagnol, donc adaptés chez Grand Angle. Donc les 3 dessinateurs présents ont participé à ces BD-là. On va peut-être commencer par ce qu'ils se présentent, si ça vous va. Est-ce que vous êtes tombé dans la marmite de la BD des tout petits? Voilà, d'où vous venez, si vous avez d'autres passions que la BD, on ne sait jamais. Je viens de Toulouse, je suis né à Toulouse. Depuis l'âge de 8 ans, je veux faire de la BD, même si je voulais faire plein d'autres choses. Mais bon, voilà, passons. Je suis tombé dans le milieu de l'art depuis tout petit, puisque mes parents, en fait, mon grand-père est architecte, ma mère est plasticienne et mon père est comédien dramaturge. Et donc voilà, donc après, à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à mes 20 ans, j'ai fait de la BD pour moi, et puis jusqu'à ce que je signe un contrat chez un éditeur qui s'appelle Guy Delcourt. Voilà. Pour la collection Pagnol, t'as fait quoi? Et pour la collection Pagnol, j'ai juste eu un appel téléphonique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et sinon, d'autres dans l'art, d'autres choses que vous aimez faire, je pense. Je fais de la vidéo à côté. Voilà. Et donc je fais des clips musicaux pour des groupes de métal, principalement. Et je fais des courts-métrages aussi à côté. Voilà, histoire de m'amuser un peu, parce qu'à la base je fais un peu de la BD, c'est plus facile que de faire des films, et que comme j'aimais bien le dessin, ben voilà, je me suis mis, tiens, je vais faire du cinéma mais en papier, quoi. Et sinon voilà, il n'y avait pas d'autres. Voilà, c'est déjà pas mal. À toi. Daniel Alexandre, donc j'ai 54 ans, je suis toulousain aussi, un peu le même, je pense qu'on a tous un peu la même base. Ouais. C'est-à-dire de vouloir dessiner depuis tout petit. Bon, moi j'ai été élevé par mes grands-parents, donc faire de la BD, ces générations-là, c'était pas top. Donc j'ai fait autre chose. J'étais bon en sciences, donc j'étais le plus loin possible en sciences nat, faune sauvage, à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et puis après, le hasard a voulu que je dessine. Je vais faire un résumé très très bref. C'est le milieu scientifique qui m'a fait dessiner, parce que j'ai jamais abandonné le truc. Donc l'ONF, INRA, ça s'appelle INRAE maintenant, CNRS. J'ai fait des tables d'orientation, des machins comme ça, des posters, des animaux. Et l'ONF au début m'a confié un gros contrat qui m'a permis de voir venir et de me dire bon là faut y aller. Et ça m'a donné les moyens de faire un book et de la BD. Voilà, j'ai mes premières BD, je les ai faites chez l'éditeur Bambou, Grand Angle, qui est aussi l'éditeur donc de la collection Pagnol. D'autres passions, la nature. La nature, et quoi d'autre? Le rugby, mais bon, je suis du sud-ouest, donc ça n'a rien d'original. Je suis pas fan de rugby. Ouais, mais t'es à part. Donc voilà, en gros. Alors, moi je m'appelle Eric Hupsch, donc puisque tu as donné ton âge, je vais donner le mien, j'ai 53 ans. Je dessine aussi depuis tout petit, mais je voulais pas forcément faire mon métier au départ. La plus ancienne BD que j'ai, ça remonte mes parents m'ont dit vers j'avais 5 ans à peu près. Très rapidement après avoir dessiné, j'ai très rapidement fait des bandes dessinées parce que j'aimais bien en lire et puis j'aimais bien en faire. Donc ensuite j'ai fait un bac scientifique, et puis finalement au sortir du bac j'avais le choix entre partir faire des études scientifiques
ou faire les Beaux-Arts à Angoulême. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer quand même la bande dessinée. Et donc pourquoi Angoulême? Parce que évidemment il y a le festival qui est très connu, et il y avait donc les Beaux-Arts qui avait une section spécialisée en bande dessinée qui était proposée à l'époque, mais pour laquelle j'étais assez déçu, voire très déçu du contenu en fait, puisque je pensais vraiment qu'on allait nous apprendre comment, à partir d'une idée, d'une simple idée, comment écrire un scénario, développer l'histoire, etc., créer les personnages, et puis ensuite, techniquement, comment construire une bande dessinée. En fait, c'était pas du tout ça qui était proposé. Et du coup, finalement, je suis ressorti de cette école, certes diplômé, mais un peu écœuré de la bande dessinée en général. La seule chose qui m'a quand même permis de vraiment passer un cap durant les études, c'est que j'ai participé notamment avec quelqu'un qui est originaire du coin, qui s'appelle Christophe Beck, à qui on avait commandé une bande dessinée sur la bête du Gévaudan. C'est le syndicat d'initiative de Marvejols à l'époque. Et en fait, le délai pour réaliser cette bande dessinée était un peu court pour la faire. Et du coup, il a demandé à d'autres collègues, parce qu'il était à l'école lui aussi, à l'école des Beaux-Arts. Donc on était 5-6 à travailler dessus, on a fait ça en 2 mois. Et ça a été très formateur, parce que déjà le fait d'avoir réalisé un album complet, même si on était plusieurs à le faire, et le délai en fait qui était très serré, du coup on a été obligé ça a fait ressortir des ressources, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est vraiment, ça a été beaucoup plus formateur ces 2 mois que les 4 ans que j'ai passé aux Beaux-Arts. D'ailleurs, je ne sais même pas si la section existe encore d'ailleurs. Et donc au sortir, j'étais un peu, j'étais plus trop dans la BD. Donc après, j'ai passé un diplôme de maître nageur. Sinon, entre-temps, j'avais fait des petits boulots dans des magasins de bricolage, etc. Et puis, en fait, au bout de quelques années, en fait, l'envie est revenue. Et j'ai été voir des éditeurs, de nouveau au Festival d'Angoulême. Un jour, je suis remonté au festival et j'ai été voir plusieurs éditeurs. Et donc, je n'avais quasiment pas dessiné pendant des années. Et je suis revenu avec des travaux qui dataient quasiment de la période où j'étais à l'école. Un peu. Et j'ai eu la chance, en fait, à l'époque, c'était encore, même s'il commençait déjà à y avoir pas mal de publications, on n'en était pas où on est actuellement. Et j'ai eu la chance en fait que les 3 éditeurs chez lesquels j'ai été présenter mes travaux en fait étaient intéressés, donc j'ai pu choisir l'éditeur chez lequel je voulais travailler. Et donc j'ai travaillé avec Soleil, j'ai fait une série d'Heroic Fantasy avec Christophe Arleston à l'époque, et puis ensuite, alors pour arriver donc à la collection Pagnol, c'est comme pour Morgane en fait. Un jour j'ai reçu un coup de fil d'Hervé Richesse, le directeur de Grand Angle, le responsable de la collection, et qui me proposait de faire du Pagnol, alors que moi les seuls travaux que j'avais fait jusqu'à maintenant c'était de l'Heroic Fantasy. Je voyais pas trop le rapport, mais bon, moi, je crois que Morgane aussi il avait fait de l'Heroic Fantasy avant. Ouais, un peu, ouais. Et voilà, donc après du coup je suis parti sur la collection. Et sinon, après au niveau artistique, les autres choses qui m'intéressent, actuellement, depuis quelques années, je me suis mis à l'écriture. Voilà, j'aime bien écrire. Je me suis découvert je sais pas si la qualité, mais en tout cas le plaisir de d'écrire, en tout cas c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, donc je désespère pas peut-être un jour soit de faire un roman, soit un recueil de nouvelles, etc. Voilà. Bon, on va en revenir à la collection Marcel Pagnol. Donc avant de parler de la collection et de comment vous avez été contacté pour quelle œuvre, Marcel Pagnol, c'est quoi pour vous avant qu'on vous contacte pour faire ça? C'est un souvenir d'une lecture, c'est des films, parce qu'il était touche à tout, un petit peu comme vous. Donc c'est quoi? Pour ma part, c'est à la base... qu'est-ce que c'est? Alors moi déjà, j'ai découvert pareil, vers l'âge de 9-10 ans, l'œuvre de Marcel Pagnol. Après, il y avait des films quand même qui passaient quand même à la télé, comme j'adorais La Femme du Boulanger. Bon, j'ai appris plus tard que c'était Pagnol et Giono. Et en fait, mon père s'était expatrié de Toulouse aux Bouches-du-Rhône. Et donc du coup, j'allais en vacances dans les Bouches-du-Rhône. Et donc j'ai fait la rencontre d'une famille
qui s'appelle Les Buravants. Et en fait, du coup, ils avaient 3 enfants, dont un qui avait, je crois, à peine 1 an de plus que moi. Et c'est un peu devenu mon... Alors, eux, ils m'ont fait lire, on a lu, ils avaient tous les bouquins de La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets, Le temps des amours. Et c'est vrai que quand il y a eu le film La gloire de mon père qui est sorti au cinéma, ma mère m'y a amené et j'avais l'impression en fait de voir mes vacances dans un temps, mais du coup, voilà. Et donc, quelque part... l'ami que j'ai là-bas, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai vu il y a encore 2 semaines, en fait est pour moi mon Lily des Bellons à moi, quoi. Voilà. Donc j'avais ce rapport-là, ce qui fait que quand on me l'a proposé, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais je m'étais dit c'est un peu une évidence. Voilà. Donc Marcel Pagnol, c'est un peu ça pour moi, quoi. Et après, voilà, c'est surtout des grandes histoires que j'ai découvertes avec le temps. Et par exemple, je suis j'adore vraiment le récit en termes de dramaturgie, etc. Le récit de Jean de Florette et de Manon des Sources est quand même assez extraordinaire. Voilà, que ça soit donc d'abord en film par Marcel Pagnol et après réécrit en livre, puis réalisé par Claude Berry, hein, c'est ça, il me semble. C'est Claude Berry. Voilà, avec le plus connu, quoi, Daniel Auteuil et Emmanuel Béard et... Depardieu. Non, on va pas dire son nom. On dit pas Montand. Yves Montand. Depardieu, on va pas... Non, pardon. Qui? Je sais pas. Non, mais moi c'est un peu pareil. Bon, je sais pas cette histoire par rapport au Sud-Est, mais moi j'ai senti quand j'étais gamin et qu'on le lisait pas seulement à l'école, mais aussi à la maison, qu'il y avait une fierté d'être du Sud. Il y avait ça. Moi j'aimais bien cette idée-là. Je suis pas persuadé que si dans une famille on encense un auteur dans le Nord, parce que voilà, il y avait une certaine fierté là-dessus. Donc j'aimais bien ces lectures-là. Après, ouais, j'ai fantasmé sur Emmanuel Béard à l'époque. Quand il est sorti en film, ouais, ça a été un choc aussi, c'était pas mal. Moi, je me souviens de La gloire de mon père, du château de ma mère. J'ai oublié le nom des acteurs, mais qui m'avait bien marqué. Je l'avais vu à la télé pour le coup. Je ne sais plus s'il était initialement prévu pour le cinéma. C'est Gaumont ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, pour finir, le fait qu'on nous le propose en BD, je ne savais pas tout ça de Pagnol, de Marcel, mais c'était effectivement quelqu'un qui touchait un peu à tout. Et d'après ce que nous disait Nicolas Pagnol, visiblement, il aurait au contraire pas regretté, il n'aurait pas regretté le fait que ça soit en BD, parce que c'est un moyen qui n'était pas forcément hyper diffusé, apprécié, etc. à son époque. Mais en tout cas, il a touché à tout, quoi. Le théâtre, le cinéma, à peu près tous les supports pour raconter quelque chose à l'époque. Et la BD aujourd'hui, montre que c'est un médium puissant pour ce genre de trucs, quoi. Enfin, Nicolas nous dit, donc oui, moi ça me paraissait légitime qu'on puisse tenter le coup et qu'on soit fier de participer à l'aventure du coup, quoi. Voilà. Oui. Chacun notre micro. Hein. Pour moi, en fait, Pagnol, pareil, le souvenir, ça vient surtout du film, justement, les deux de Jean de Florette et Manon des Sources. Et sinon, je me rappelle aussi, ça devait être au collège, j'ai étudié Topaz, donc qui est la pièce de théâtre qui a lancé, apparemment, qui a vraiment lancé la carrière de Pagnol, puisque ça a été un succès international quand c'est sorti à l'époque. Et alors c'est rigolo, puisque finalement l'album qu'on m'a demandé d'illustrer en premier sur la collection, c'est Topaz. Donc c'était un peu le... Et en fait, moi j'avais absolument pas de souvenirs, j'avais un peu des souvenirs de la lecture du collège, mais je me rappelais plus trop du sujet exactement de quoi ça parlait. Et je l'ai redécouvert à cette occasion. Et c'est vrai qu'en fait, alors je pense que comme Pagnol, c'était aussi un cinéaste, dans la manière qu'il a d'écrire, je pense dans ses romans, puis même dans ses pièces de théâtre, c'est toujours très imagé, les personnages sont très, très, très truculents.
Et donc, je pense que très naturellement, ça pouvait s'adapter en bande dessinée, puisque s'il y a déjà ce côté, comment dire, visuel dans sa manière d'écrire, dans sa manière de raconter. Et voilà, donc je pense que c'est une, comme tu le disais, voilà, ça s'est fait naturellement, l'adaptation bande dessinée. Mais après, j'ai pas de souvenir en tant que tel. Alors moi, j'ai aussi habité dans les Bouches-du-Rhône parce que mon père était garde forestier. Donc toute la région du Gard-Laban, comme ça, je connais parce que moi, pour les gens qui connaissent, mon père était garde forestier au parc de Saint-Pons, qui est un parc qui se trouve au-dessus de Gemnos. Et Gemnos, c'est un village qui est à peu près à 5-6 km d'Aubagne. Donc de Gemnos, on est en face du Gard-Laban. Donc voilà, j'ai aussi connu ça étant enfant. Mais voilà, donc après, j'ai pas de lien particulier vis-à-vis de Pagnol. C'est vraiment c'est l'occasion qui a fait que j'ai pu me retrouver à illustrer des histoires de Pagnol. Mais je trouve, voilà, je redécouvre en fait à travers la collection que c'est les histoires qu'il a faites et tout ça. Du coup, l'objectif de l'éditeur et notamment du petit-fils de Pagnol, de Nicolas Pagnol, c'était d'adapter toute l'œuvre de Pagnol. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc les deux scénaristes qui travaillent pour la collection, vous avez tous les trois travaillé avec ces deux scénaristes-là. Ouais. Oui, ça a toujours été c'est les deux mêmes, voilà, qui Serge sont. Scotto et Erich Stoffel. Voilà. Alors ça se passe comment de travailler avec deux scénaristes sur une œuvre de Pagnol que l'éditeur vous a proposée? L'éditeur est arrivé en vous disant, l'idée c'est que. Ouais. Est-ce qu'il y a des allers-retours entre vous, les scénaristes, l'éditeur? Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous demande précisément, des scènes ou des choses comme ça? Les scénarios de Serge et Eric sont quand même très détaillés. Ouais. Il peut y avoir même 3 propositions genre de cadre sur une seule case. D'accord. Et après c'est soit on pioche dans l'une ou l'autre, ou on propose autre chose, mais ils ont quand même une idée précise. Ils ont une idée précise parce qu'ils sont quand même, ils dessinent eux aussi. Ils ont, je crois qu'ils ont une boîte d'édition. Enfin, en tout cas, Eric Stoffel a une boîte d'édition à côté, basée sur les avions et tout ça. C'est très technique. Mais ils ont déjà, c'est des scénaristes qui, quand ils l'écrivent, la planche, ils ont déjà une idée précise, de la mise en scène et tout ça, quoi. Donc ça peut ne pas correspondre à beaucoup d'auteurs, ouais. Mais en tout cas, quand on lit le scénario, en fait, ça prend énormément de temps. Enfin, moi, je mettais énormément de temps à décrire. Déjà lire et ouais. C'est des Marseillais en plus qui écrivent, donc du coup, c'est. Alors Pagnol et Bavard, eux aussi, c'est ça? Ouais, ils sont très bavards. C'était le j'embraye de style. Vas-y. Je pense que c'était le challenge ou l'écueil, selon comment on le voit, d'adapter Pagnol en BD. Parce que, comme ils viennent de le dire, Marcel Pagnol était très bavard. Nicolas Pagnol essayait avec Serge et Eric d'être les garants. De ça aussi. On savait qu'il fallait tailler à la serpe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Il fallait quand même couper pas mal dans le texte. Sur Château de Mamère ou Merlus ou Topaz ou tous les autres. On ne pouvait pas rentrer le bouquin tel qu'on l'a lu dans une BD où l'éditeur dit il faut que ça soit à peu près en tant de pages. Donc il faut sabrer. Et moi je me souviens pour l'anecdote avoir dit à Serge et Eric, bon je vous fais la page, je vous colle le texte, je sais que la taille minimum de la police pour que ça soit lisible, c'est, je sais plus, 7 ou 8 de police. Voilà. C'est technique. Pas plus petit, je ne peux pas faire plus petit. Sinon, on vend la loupe avec. Quoi. Et la place que prenait le texte, par moment, il y a des pages où j'avais plus d'espace pour dessiner quoi que ce soit. J'exagère un peu. Non, mais je suis toulousain, pas marseillais, mais pas loin. Mais t'as pas tort. Donc, il y avait des fois, on était un peu dans cette logique où on disait, bon, attention, il va falloir... Alors c'est vrai qu'ils étaient très dirigistes quelque part. Oui, il y avait quand même pas mal de directives. Parce qu'il y avait Pagnol derrière. C'est ça, c'est quand même un nom. Donc on pouvait le comprendre, je pense. Enfin, vous me dites si je dis des conneries. Je parle un peu pour les trois, mais on se connaît, donc je commence à. Mais c'est vrai que c'était la plus grosse. Techniquement, c'était entre guillemets la plus grosse difficulté qu'on acceptait volontiers, parce que c'était un challenge qu'il fallait qu'on relève aussi, mais.
Alors je sais pas vous, mais moi je me souviens d'un appel de Hervé Richez. Je ne vais pas balancer, hein, mais c'était pour, je crois que c'était pour le Spoons. Il y avait Félix, il galérait justement avec ces histoires de texte. Comment il faisait, parce qu'il y avait beaucoup, comme dans le Sponge, c'est du cartoon. Ouais, puis c'est du cartoon, ça va dans tous les sens, quoi. Et pour caler les textes, il avait du mal. Il dit non, mais j'ai déjà 12 cases dans la page, je sais pas comment. Et en fait, Hervé, moi, je sais pas si vous avez appelé, mais en tout cas, Hervé m'a appelé, il m'a dit comment tu fais. Ah oui. Oui, j'ai eu ce que tu veux aussi. Tu l'as eu aussi. Oui, c'était pour un autre auteur. Non, mais c'est pas. Et parce que c'est pas du challenge technique. En fait, chacun a un peu sa technique pour faire. Chaque dessinateur a sa technique pour concevoir la page, commencer à partir du scénario, à travailler, à faire ce qu'on appelle le storyboard, donc les croquis. Je crois qu'on en voit là-haut de Eric. Et en fait, le métier de dessinateur de BD, il n'est pas juste de dessiner, il est aussi de choisir les cadres, de mettre en page, d'agencement des cases pour qu'on puisse avoir, pour que le lecteur puisse avoir une lecture assez fluide. Et c'est vrai que quand on a une tartine de texte, c'est-à-dire que les personnages parlent, soit en off, soit en... c'est compliqué parce que du coup on a vraiment plus d'espace. Et en fait moi ce que je faisais d'abord, c'était que mentalement j'imaginais combien je devais avoir de strips dans la page, les actions, je découpe ça, et ensuite je plaçais d'abord les textes. Oui, et voilà. Et en fait il y a des dessinateurs qui apparemment ne font pas ça. Moi j'ai toujours fait ça. Je sais pas si toi tu fais ça aussi. Oui. Ouais, voilà. Ouais. Il y a des dessinateurs qui le placent pas forcément. Ouais. Ils le placent un peu. Ouais, ils le placent un peu. Bon, ça prendra à peu près ça à l'œil, quoi. Sauf que à l'œil, ça c'est compliqué. Voilà. Ouais. Et après, il reste la place qui reste, quoi. Et puis tant pis si le dessin sera tout petit. Enfin, au bout d'un moment, moi j'ai lâché prise là-dessus, quoi. J'ai fait, c'est pas grave. Tant pis. Gardons notre ego, c'est Pagnol qui prime et c'est mon avant et mon dessin il passe un peu après, quoi. Et c'est pas grave si j'ai plus que ça. En même temps je me disais en fait c'est pas mal parce que j'ai plus que ça, donc ça va être plus rapide à faire. Escroc. Complètement. Donc ouais, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et alors justement, peut-être la difficulté entre guillemets quand on fait une adaptation, c'est qu'on est obligé de se mettre, surtout si c'est une adaptation qui n'est pas tombée dans le domaine public, parce que si c'est quelque chose qui est tombé dans le domaine public, par exemple comme du Jules Verne ou d'autres auteurs, on peut faire ce qu'on veut en fait. C'est-à-dire qu'on peut partir sur, mettons, l'adaptation de Tour du monde en 80 jours. Et puis si on veut faire que ça se passe aujourd'hui, que le mec il y va en avion, enfin il le fait en 3 jours, mais du coup ça change. Mais voilà, donc alors que là en fait, comme justement il y a la famille Pagnol qui est derrière et qu'on doit respecter l'esprit et la lettre de l'œuvre, donc il faut se mettre au service de Pagnol, on va dire. Et c'est vrai que moi j'ai fait Topaz, qui est une pièce de théâtre. Les scénaristes m'ont dit qu'ils avaient ôté à peu près 30% des textes. Parce que sinon j'aurais vraiment dessiné entre les bulles. Déjà qu'il y avait certaines pages où il y avait beaucoup de textes. Là c'était où j'aurais dessiné entre les cases en fait. Sachant qu'on le répète, la contrainte supplémentaire, elle vient aussi de l'éditeur qui dit bon, il aurait pu très bien rajouter 20 pages. Oui, il y a ça aussi. Il y a le nombre de pages aussi qui impose. Ça devait être une contrainte technique et probablement économique aussi. C'est économique surtout, je pense. Donc ça faisait qu'on peut comprendre. Parce qu'au départ, justement, il y a Topaz, en fait, ils l'ont fait en 2 parties, en 2 albums, et puis finalement, ils l'ont fait en un seul album après. Parce qu'au départ, ils ne savaient pas si la collection allait marcher ou pas. Donc ils se sont dit, bon, on va faire un premier tome. Pareil, je pense pour toi c'était différent parce qu'il savait déjà que, mais pour tous les autres albums, parce que La gloire de mon père c'est quand même le titre phare de. Locomotive, en fait c'est la locomotive du truc. C'est le premier qui est sorti. Oui. C'est le premier, avec Merlus. C'est avec Merlus. Il sortait un album. Ouais, parce que justement c'est l'occasion de. Il sortait un titre connu. Et un bon ils ont voulu, c'est ce que voulait Nicolas Pagnol. C'est ce que voulait Nicolas Pagnol, c'est-à-dire il voulait vraiment tout adapter. Bon, sachant que c'était un vœu un peu pieux, mais bon, c'est tout à son honneur.
sachant qu'il y a des trucs connus et moins connus. Donc comment dire à un éditeur, mon gars, tu vas publier des trucs qui sont moins connus, et ça va être, tu vas boire la tasse. Et l'astuce, c'était, qui était plutôt bien pensée, Oui. c'était qu'à chaque gros blockbuster de Morgan a été l'initiateur, c'était de jumeler en même temps un truc un peu moins connu en espérant, enfin c'est comme ça que moi je l'interprète, ça m'a pas été directement dit comme ça, mais c'est clair, à mon avis c'est ça, c'est que le truc moins connu comme Merlus que j'ai fait, donc est sorti quasiment le même jour, si c'est pas le même jour d'ailleurs. C'est le même jour. C'est le même jour, Oui, oui. histoire de profiter du lancement de la collection et suivre derrière par aspiration. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs. Voilà. Et en fait, justement, l'aspect collection, c'est donc au départ, on ne sait pas si la collection marchait, mais il s'avère que maintenant la collection marche bien. Et c'est aussi ce qui permet à des titres vraiment peu connus de trouver un public, en tout cas une visibilité, puisque ça s'inscrit dans une collection. Et finalement, l'idée comme ça d'adapter la totalité de l'œuvre, ça permet aussi finalement d'avoir à la fin, quand tout sera fini, je crois qu'il y aura à peu près une quarantaine de bouquins, si ce n'est plus. Donc c'est quelque chose de conséquent. Et puis finalement, ça permet à chaque nouveauté de permettre aux libraires de dire, vous savez, il y en a d'autres, etc. Donc, et il y a des titres, voilà, je pense que Merlus qui a quand même, enfin, ça a bien marché. Voilà. Moi, j'ai la prétention de penser que Merlus est sûrement plus connu maintenant qu'il est en BD que quand il était en bouquin. Sachant que c'était un scénario pour un film que Pagnol voulait expérimental, sachant qu'il avait mis au point des techniques d'enregistrement qui étaient inédites pour l'époque, donc c'était plus un prétexte. Voilà. Mais ceci dit, moi j'avais connu que c'était rigolo parce qu'à l'école, j'avais été intrigué par un petit récit qu'on avait lu en classe qui s'appelait Le Grand Turc. Et en fait, c'est Merlus. Donc, tu vois, tu parlais de Topaz et tout ça, c'est un peu ça, quoi. C'est rigolo. Tout était écrit, c'est ça que Voilà. Il n'y a pas de hasard. Sinon, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous travaillez quand vous travaillez sur une BD comme ça? Ça se passe en combien de temps? Est-ce que vous avez un délai? Est-ce que vous êtes plutôt à travailler toute la journée, travailler la nuit? Daniel, hier, tu disais que le dessinateur faisait des petites nuits. Non, mais ça, chacun a sa façon de vivre ou mais de c'est pour en faire. savoir un peu plus Mais sur comment vous moi, je travaillez. suis un laborieux, je travaille pas vite, donc, mais il me faut du temps. Ça ne veut pas dire que je soigne plein de détails, c'est l'étape de la mise en scène ou de la recherche documentaire, je vais y passer presque autant de temps que la conception des planches à éditer. Donc, on a l'habitude de dire, je pense que c'est le cas pour tout le monde, je ne sais pas si Morgan ne travaille pas beaucoup plus vite que nous en fait, mais il faut un an pour faire un album, quoi, en gros. Moi en tout cas, c'est ce que sur les 2 titres qui m'ont été confiés, c'était ça. Je ne sais pas combien de temps tu as mis pour l'un et pour l'autre, mais à mon avis, en 15 jours, c'était fait, quoi. Ça se voit, ça se voit. Pas Benoît Delay. Non, je sais pas. Non, sur La gloire de mon père, j'avais 7 mois. Ouais. Et un peu plus sur le château de ma mère, où j'avais 10 mois. Du coup, j'avais réussi à me dégager du temps. Enfin, voilà, c'est des petits problèmes de calage au début, et puis après, voilà. Il t'avait imposé ce délai-là? Mais en fait, moi, ça s'est fait en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont dit t'as 7 mois dès le départ, et je leur ai dit non, c'est pas possible. D'autant que je venais de signer pour une autre BD chez Delcourt, que finalement 3 mois plus tard j'ai dû lâcher. Parce qu'ils sont revenus à la charge. En fait, j'avais dit non au départ, mais ils sont revenus à la charge, et comme l'autre projet traînait un peu de la patte, parce que on était 4 dessinateurs dessus. Bon, bref, c'était un peu compliqué, et du coup j'avais fait que 8 pages en 4 mois, enfin, ou 12 pages en 4 mois, et c'était payé 100 € la page. Donc ça revenait pas à grand chose pour moi. Donc j'avais dû prendre des petits boulots à côté, notamment de couleurs, et en fait avant qu'ils sont revenus, j'ai dit oui à la charge, et avant de commencer, et ils avaient rallongé le délai du coup, parce qu'au début ils voulaient vraiment le sortir en février 2015.
pour que ça soit... Et le jour de la naissance de Marcel Pagnol, il voulait faire un truc... comme un c'est ça. anniversaire. Comme un anniversaire, voilà, et il voulait faire ça. Et j'aurais dit, mais non, c'est pas possible, pour moi, c'est pas possible. Donc c'est non, en fait, déjà de base, je suis un peu désolé, parce que j'aurais adoré le faire, mais ça va pas être possible. Finalement, ils se sont dit, bah non, mais ça sert à rien d'être obtus comme ça. Et donc ils m'ont rappelé, et en fait, j'avais 10 mois. Le problème, c'est que j'avais 2 albums en couleur à finir avant. Voilà. Donc je me suis retrouvé à 7 mois. Du coup, j'ai eu 10 mois facile enfin facile, entre guillemets, c'est run quand même, parce qu'il y a 87 pages pour chaque album, en tout cas pour les miens, quoi. Ou je crois que c'était un peu moins, du coup. Un peu moins, ouais. Et du coup, j'étais plutôt cool, vu que j'avais réussi 7 mois avant. J'étais plutôt cool pour le château de ma mère. Et après, le truc, c'est que je crois que j'étais un peu épuisé. Mais voilà, et le temps des secrets, je sais plus, ça allait à peu près, mais je crois que en même temps j'étais en train de monter une maison, machin, enfin je sais pas quoi. Et pour le temps des amours, il m'est arrivé une galère, j'ai eu la varicelle. Voilà. Donc j'ai dû mettre 5 mois pour le faire. Voilà. Je me souviens maintenant qu'il en parle qu'effectivement il m'avait mis la pression parce que comme on devait sortir en même temps, il m'avait dit fais gaffe, il est rapide. Donc il y avait cette notion supplémentaire. Mais comme j'avais moins de pages, en fait, je suis rentré dans les clous, quoi. Alors moi, pareil, je mets à peu près un an. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est lié par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, où j'avais dû faire un album en 2 mois. Où on était sous la pression. Et en fait, moi, j'arrive à bosser que quand je suis dos au mur, en fait. C'est-à-dire que j'ai un an, mais pendant 6 mois, j'ai vraiment traîné la patte, quoi. Ça va être dur et tout. Et puis en fait, plus je vais sentir la pression qui va monter, et plus en fait, c'est là que je vais arrêter. Voilà. Alors c'est chiant parce qu'en vieillissant, quand on est jeune ça va, mais quand c'est plus difficile. C'est plus difficile à tenir, donc j'essaie petit à petit de changer un peu. Bon, j'y arrive tout doucement, mais c'est pas encore ça. Mais je pense qu'après, voilà, il y a 3 personnes différentes, il y a 3 manières différentes. Il n'y a pas un truc spécifique en fait, je pense, pour ça. Moi, si j'ai pas, mais tu vois, tu demandais les heures, soir au matin. Bon, moi, je suis un peu réglé comme du papier à musique. Je suis un lève-tôt, je suis un couche-tard, mais si j'ai pas mes 2 heures de sieste, je suis bon à rien. Donc, voilà, c'est un peu réglé comme du papier à musique, et d'ailleurs ça peut être un problème, mais je suis toujours en train de bosser, quoi. Voilà. Mais chacun à sa façon. J'avais oublié que lui c'était vraiment un fonceur là-dessus. Non, je suis plus du tout comme ça. Non, mais ouais. Faut quand même avouer que l'expérience Pagnol m'a fusillé en fait, parce que justement je devais voilà, il y avait une cadence. Après, j'avoue que quand t'as la varicelle à 35 ans, c'est quand même pas ouf. Mais du coup, ça a bien fini de me fusiller. Et les albums que j'ai fait après, j'ai pas mis. Je suis revenu à 1 an, voire 1 an et demi pour faire 54 pages. Et en fait, maintenant, je refuse de travailler plus de 6 heures par jour. Par contre, pareil, hein, je suis t'es obligé. Justement, si tu veux travailler que 6 heures par jour et 4 jours par semaine, moi c'est terminé, j'arrête d'être un esclave. En fait, tu te régules, par contre, tu cadres ta journée, tu organises grave ta journée, ouais. Donc, ça va être du sport, ça va être de la BD, et après, pareil, 2 heures de sieste devant un film. Alors, juste pour compléter, justement, quand je disais que j'attends d'être sous pression. Le problème, c'est que justement, quand on est sous pression, c'est que des fois, ça peut faire des journées très très longues. Et justement, quand j'avais fait la baie du Gévaudan, là, j'étais jeune, j'étais plein de sève, fringant. Et en fait, la dernière semaine, genre avec les collègues, on avait dû sur les 5 derniers jours, on avait dû dormir une 20aine d'heures, quoi. Même pas, c'était un truc, C'était mangaka, quoi. Quasiment. Et là, en fait, c'est maintenant, voilà, des fois, quand je suis à la fin des albums, quand c'est vraiment du bouclage, des fois, ça peut faire des journées de 10-12 heures, mais bon, c'est comme il dit, après, c'est pas tenable. Hein. Est-ce qu'on peut
juste aborder pour les premières de couverture. Hein. Comment ça se passe hein? Parce que là, c'est quand même un gros appel. Je hais cette en fait, étape. je vous pose cette question parce qu'avec les enfants, donc dans le cadre du prix des écoles, on leur a posé la question de savoir leur avis, comment on faisait une première de couverture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment Alors ça se passe? Je vais livrer mon opinion parce que c'est subjectif. En fait, chez Bambou, chez Grand Angle, ils ont l'habitude de demander aux auteurs, ce n'est pas le cas chez d'autres éditeurs que j'ai pu fréquenter, ils demandent une batterie de refs, de croquis rapides, de jetés de la couve. Voilà. Et on en fait autant qu'ils ne sont pas eux satisfaits. Parce que quand je dis que je hais cette étape-là, bon, j'exagère un peu, mais le truc, c'est que cette étape-là nous échappe en tant que créatifs. C'est-à-dire qu'en face, on a affaire à des gens qui vont se dire on est dans l'étape de la commercialisation de l'album. Donc il faut qu'il y ait une couve qui soit commercialement intéressante, attirante, etc. Quitte à travestir un tout petit peu l'histoire. Parce qu'une couve, ce n'est pas forcément le résumé d'une histoire, c'est un produit d'appel. Voilà. Donc, et moi, nous, comme on est dans l'histoire, enfin moi en tout cas je le vois comme ça, comme je suis dans l'histoire, j'ai tendance à faire une illu qui, dans mon sens, graphiquement ou narrativement, illustre ou résume l'histoire. Et c'est parce que souvent je suis confronté, mais non, on me dit c'est pas ça, non, et au bout d'un moment, moi au bout de 10 propositions, même voire moins, je suis sec, je n'y arrive plus, j'ai plus d'autres idées. C'est pour ça que je n'aime pas, j'ai besoin ça me vide très, très rapidement. Parce que sur certains titres, il y a eu des rééditions et c'est pas la même couverture qu'il y a. Alors sur Merlus, il se trouve que dans la couve qui existe aujourd'hui et faisait partie des premières propositions que j'ai faites, donc j'ai pas souffert beaucoup. Sur Jazz beaucoup plus, parce que toutes les propositions que j'ai faites ont été refusées et jusqu'au moment où j'en propose quand même une, on me dit bon ben ok. Moi personnellement, mais bon, je le répète, cette étape, il me semble que c'est, je ne suis pas le seul à décider, c'est un compromis. Oui, ça il faut que ce soit. Voilà. Ouais, moi je ne gère pas le côté commercial, eux oui, bon ben voilà, ça s'appelle un compromis. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les refs, dans les brouillons, il y en avait une qui avait ma préférence et je l'avais dit, on m'a dit non, on l'écarte. Et puis il se trouve que Jazz, ils ont refait la couve l'an dernier et ils m'ont dit, tu as des idées à nous proposer? Je dis oui. Une, vous avez refusé, ma préférée. Tu ne veux pas nous en faire d'autres? Non. Et ils l'ont faite et je pense que elle est assez efficace. Mais bon, après tout ça, je dis ça, c'est très subjectif en fait, cette étape-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai mon avis après. Ouais, bah en fait, les couvertures, en fait, c'est assez difficile, hein, puisque faut savoir en fait que dans une bonne ou une mauvaise couverture, ça peut faire 20 à 30% de ventes en plus ou en moins. Parce que surtout dans une époque où vous avez à peu près plus de 5000 titres par an qui sortent, enfin on va dire si on met les mangas avec, mais on va dire, mettons 3000 BD franco-belges qui sortent. Donc c'est-à-dire quand vous avez à chaque fois dans les librairies, vous avez toutes les nouveautés, vous avez au moins une centaine de nouvelles couvertures. Bah, il faut, c'est malheureux à dire, mais il faut justement sur l'aspect commercial, il faut que votre couverture attire au moins l'œil, ne serait-ce que pour être au moins repérée et ouverte, quoi. Parce que même si l'histoire est intéressante, si le bouquin n'est pas ouvert, votre livre ne sera pas vendu. Donc c'est vrai qu'en fait, il faut essayer quand même de faire plus ou moins confiance aux commerciaux qui sont eux au contact des libraires, qui savent un petit peu ce qui va plaire ou pas. Après, quand on a vraiment le goût sur une couverture, vraiment qu'on y tient, on peut essayer de défendre son bout de gras. Mais bon, si on voit que... Non, mais de toute façon, si on voit qu'en face, c'est niet, bon, il vaut mieux... C'est vrai qu'il y a l'ego qui entre en jeu, là, pour le coup. Il faut un petit peu le mettre en veille, mais... Ouais, alors moi, après, je rejoins totalement ce que disent mes confrères, à savoir qu'effectivement, de toute façon... La couverture, c'est un objet commercial.
Il est vraiment là pour appâter les gens, pour attirer. En plus, la bande dessinée a une particularité qui est que quand même, on voit une couverture et on peut voir le contenu et le contenant de l'œuvre et voir si ça nous plaît ou pas, quoi. Donc c'est délicat parce qu'on peut faire une couve qui défonce, mais derrière quand on ouvre, et si c'est pas le même dessin, parce que ça c'est déjà vu, et voilà, on voit la couve qui a été faite justement à un point tellement commercial qu'on a demandé à un autre dessinateur de faire la couve, et en fait quand on ouvre c'est plus du tout le même dessin. Donc ouais, généralement ça va voilà, ah bah non, tiens ça me plaît pas, vas-y. Moi j'ai pallié à ça très rapidement parce que c'est pareil, moi j'ai aucun ego sur les couvertures parce que j'ai conscience que ce truc est complètement commercial et que moi je suis nul en commerce, je sais pas me vendre déjà et donc encore plus vendre mon bouquin, voilà, c'est pas mon boulot, c'est pour ça que j'ai un éditeur, quoi. Là en l'occurrence en plus c'est Pagnol, donc c'est déjà une commande entre guillemets qui nous plaît et on le fait avec cœur, enfin, en tout cas moi je l'ai fait avec cœur et j'étais très content de le faire. Mais par contre il était hors de question que je passe des heures à faire 20 refs, 10 refs, 50 refs, parce que bon, j'ai eu des épisodes aussi comme ça où il n'y a même pas une histoire de non, moi je préfère ça là ou ça là, je me dis, bah, tiens j'ai une idée, je fais ça, j'ai une autre idée, je fais ça, on t'en fait faire 20 et puis finalement on revient à la première, donc d'un moment c'est juste épuisant en fait, plus que l'ego ou quoi que ce soit. Donc j'ai pallié à ça, je savais que Grand Angle faisait appel à une personne en particulier pour faire les couves. Et donc j'ai dit, quand ils m'ont parlé de la couche, c'est pas compliqué en fait, vous appelez Laurent Hirn, il s'appelle Laurent Hirn, et c'est lui qui s'occupe des refs. Et enfin bon, t'es sûr, tu veux pas? Je fais non, moi j'ai pas le temps en fait, il faut que je fasse en 7 mois le truc, donc j'ai pas le temps de... Et, et donc en fait, voilà, ils ont des Ruffman et donc Laurent Hirn aussi fait de la bande dessinée, hein, c'est même un excellent dessinateur et c'est vrai que c'est un excellent cover artiste. Donc du coup il a fait les refs, ils ont choisi en interne, après ils m'ont proposé 2 je crois, et je dis mais c'est laquelle que vous préférez vous, le marketing, il préfère laquelle? Moi, c'est mon avis, et, bah, c'est ça là, d'accord. Et après, j'ai eu plus qu'à la reprendre, et parce que c'était vraiment un croquis, quoi. Donc oui. Voilà, et j'ai calé mon dessin dessus, et donc ça a fait des chocs à pic. Mais enfin, moi, je le vois comme ça. C'est arrivé que depuis, j'ai dû refaire la couve, voilà. Et à chaque fois, c'est un calvaire. Enfin, moi je trouve que c'est un calvaire. Ouais, bon, moi je suis content de ne pas être le seul. Non, en fait, c'est pas le même métier. La bande dessinée, parce qu'en fait, la couverture, c'est une illustration. Oui. Et donc, le métier d'illustrateur, c'est un peu différent de la BD. Parce que la BD, en fait, on va faire des cases qui se suivent. Et la case en elle-même n'a pas forcément lieu d'être. D'exister par elle-même. Donc c'est un ensemble qui fonctionne. Donc les cases qui se suivent, c'est la page en entier qui raconte, et surtout ça raconte quelque chose. Donc en fait, alors qu'une couverture, c'est une illustration qui doit tenir aussi pour elle-même. C'est-à-dire que visuellement, ça doit être attirant, ça doit être joli, ça doit raconter quelque chose, ça doit être bien composé. Donc c'est pas tout à fait le même. Puis t'as le titre. Il y a le titre, voilà. C'est vraiment en lui-même, ouais, c'est ça, c'est un visuel marketing, quoi, qui doit te faire rentrer, machin. Mais c'est après, c'est parce qu'on dessine qu'on nous demande de le faire, en fait. Parce que un réalisateur de film, c'est pas lui qui fait l'affiche du film. Et la couverture d'un roman. Après, il a le droit de regard. Oui. Heureusement, tu vois, voilà. Mais moi, je pense que c'est pas. Enfin, j'aime assez bien l'idée d'avoir un Ruffman de qualité. Qui fait une petite trame et après. Qui va faire, carrément le visuel et voilà, et qui est payé. Mais ça leur demande un coût supplémentaire, mine de rien. Ouais. Qu'ils n'auront pas avec nous aussi. Il faut quand même pas. Voilà. Donc ils vont le faire pour la gloire de mon père, parce que c'est le titre phare de la collection. Pour eux déjà d'emblée, parce que éditorialement parlant, même en livre, c'est la locomotive des bouquins de base. Donc c'était forcément le titre qui allait faire le plus de chiffres, et donc forcément ça, il n'y a pas de problème. Après pour les autres titres, des fois
Je sais que ça peut un peu... ouais, non, mais là, il vaudrait mieux que ce soit toi qui la fasses, on va pas payer Yann. Non, moi ça n'a pas été dit comme ça, mais effectivement, j'ai pas eu le réflexe. Ceci dit, sur d'autres albums, j'ai fait bosser Laurent aussi, Ouais, sur voilà. d'autres trucs. Ouais. Parce que je ne sortais pas et que je leur ai dit, bon écoutez, prenez un œil neuf, parce que là, ça sortira pas, quoi. Après, le contrepoint de ça, en fait, c'est que à laisser trop les éditeurs finalement chercher le côté commercial des couvertures, mais finalement on se retrouve avec de plus en plus avec des couvertures un petit peu standardisées, un petit peu je dirais pas que toutes les couvertures se ressemblent, mais voilà, il y a quand même ces derniers temps on voit de moins en moins de couvertures. C'est un peu comme au cinéma, quoi. Tout à fait. Il y a des codes de comédie, il y a des codes de super-héros, il va y avoir je sais pas combien de têtes avec des effets, des machins, des trucs. Et puis la comédie, ça va être fond blanc avec ces trucs un peu... ouais. Mais c'est des codes aussi qui permettent aux gens de dire ah bah ça voilà, c'est une identification. Ouais. Après c'est le public qui est... Juste une dernière question avant que vous nous fassiez juste un petit bout sur votre actu du moment. Quand vous dessinez les paysages, pardon, vous connaissez les lieux, parce que certains d'entre vous connaissez un peu où vous allez sur place, ou vous faites comment? Vous faites des photos, vous faites à partir d'internet, comment ça se passe? Un peu tout ça. Ouais, un peu tout ça. En fait, je prends la parole en premier. Alors, voilà, moi je connaissais un petit peu déjà la Garenne, tout ça, hein, parce que j'y habitais étant enfant, mais bon, c'était il y a longtemps. Mais après, par exemple, j'ai fait 2 albums qui se passaient dans le même village. Donc c'est Sigalon et la partie de Boule. Et en fait, sur Sigalon, j'avais l'opportunité en fait de descendre sur donc c'est le village de la Treille, donc c'est dans les Bouches-du-Rhône. Et je suis allé en fait, je me rendais j'ai 2 de mes sœurs qui habitent dans les Bouches-du-Rhône. Et du coup, il y a Serge Coteau, l'un des 2 scénaristes, qui m'a dit ah bah tiens, si t'es de passage, si tu veux, on peut aller prendre des photos du village parce qu'on va le voir beaucoup dans Sigalon et tout. Bah, je dis oui. Donc du coup, on s'est rendu sur et comme ils avaient déjà écrit le scénario, on savait un petit peu les endroits où allait se dérouler l'histoire. Et du coup, on a été sur place prendre 2-3 photos. Tiens, par rapport à des angles, etc. Ou par rapport au monument, il y a comment s'appelle, l'église, par exemple. Puis il fallait aussi prendre le restaurant qui s'appelle le Sigalon. Alors je sais plus s'il s'appelle comme ça actuellement, je crois. Je sais plus. Et voilà, c'est ça. Et en fait, donc, comme il y a énormément de scènes qui se passent, alors on n'est pas rentré dedans parce qu'il était fermé, manque de choses ce jour-là. Mais en tout cas, la terrasse, voilà, donc j'ai pris plein de photos à cet endroit. Et puis donc après, l'album suivant se passait dans le même village, donc du coup, j'avais déjà la documentation. Oui, de toute manière, chez Pagnol, c'est surtout à la Treille, quoi. Oui. Voilà. C'est toujours les mêmes paysages. Et après, moi je sais que j'étais allé enfant, etc. Mais comme je ne savais pas que j'allais faire Pagnol, j'ai pas pris de photos. Par contre, comme on était un peu pressés et tout ça, effectivement, Serge et Eric, habitants quasiment sur place, ils sont de Marseille, ils sont allés et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient parce qu'ils savaient pas du tout quel angle j'allais faire et tout. Il y a ça, plus les reportages, il y a un nombre incroyable de reportages, voilà. Et puis ouais, il y a même les films en fait de Marcel Pagnol en noir et blanc qui se tournaient, donc justement pour avoir un peu l'époque, comment c'était à cette époque-là, parce que depuis ça a été un petit peu refait. Et donc voilà. Et puis après il y a aussi c'est pas parce que la place elle fait cette taille 10 mètres sur 10 voilà, que nous on peut pas trichoter, l'élargir comme oui, de toute façon c'est que de la triche, ouais. Mais en même temps au cinéma c'est pareil. Enfin moi je sais qu'avec en faisant justement des vidéos et tout ça, j'ai appris énormément sur tout ce qui est objectif, la focale, etc. Et à quel point on peut tricher sur un décor même en live.
Donc à partir de là, maintenant, je sais que maintenant, je ne pense même plus en termes de triche de dessin, mais en termes de cadrage, triche, de cadrage, et tout ça. de me dire, bah tiens, là en fait, qu'est-ce que ça ferait si je shootais ça avec un 200 mm ou un 21 mm. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, une petite place de 10 mètres sur 10, parce que en fait, la place de la trail, elle est vraiment petite. Elle est petite, elle est petite. Et donc, on a l'impression que c'est grand en fait sur les photos, puis quand on la voit en vrai, je dis ah merde, d'accord, il va falloir va falloir caser. Et alors du coup, tu t'interroges, je dis bah, qu'est-ce qui fait que sur les photos, elle paraît grande, et tu fais ah ben non, mais c'est juste un objectif 21 mm ou voire 11 mm où tout va paraître très très grand, et alors qu'en fait c'est tout petit. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris ça sur le Bon Coin quand ils louent des appartes. Alors moi j'ai pas eu ce souci-là parce que les deux albums c'est plutôt des huis clos. C'est-à-dire que Merlus c'est sur le port de Marseille. Donc j'ai bouffé quantité de sites de vieilles cartes postales de l'époque, parce que inutile de dire que le port de Marseille il est plus du tout comme ça. Voire même j'avais des vues aériennes sur Marseille. Les drones, ça n'existait pas des masses non plus à l'époque. Mais je me suis débrouillé comme je pouvais mais sur Internet, il y a suffisamment de passionnés. Sur des sites comme ça, c'est pas un souci. Et sur Merlus, c'est le lycée Thiers, qui est un personnage à part entière. Ah oui, complètement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, Serge et Eric m'avaient fourni un plan détaillé, un plan à plat du lycée, en disant telle scène se déroule là, telle scène la là, cour telle et tout scène ça, là. Donc débrouille-toi pour... Bon, comme il y avait des archives de films, j'avais quelques plans, mais pour imaginer quelques plans, je veux dire des cadrages, quoi. Mais pour visualiser le lycée en lui-même, c'était coton, quoi. Mais bon, comme ils étaient très précis sur finalement, on finit par se débrouiller. Et sur Jazz, j'avais quasiment aucune doc, sinon que c'était l'université de Provence, etc. Et sa maison. Et après, et comme c'était, j'avais dit, écoutez, c'est une pièce de théâtre. J'habille le décor comme si c'était une pièce de théâtre. C'est-à-dire comme si on avait toujours le même plan, celui du fond de la scène, et je me débrouille avec le même mobilier. Et je vais essayer de faire un minimum de chant, contre-chant et des trucs comme ça. Je vais me débrouiller. Donc là, j'étais pas trop emmerdé, j'étais plutôt libre. C'était une pièce de théâtre, une fois de plus. Il n'y avait pas le poids écrasant et important du décor. Donc c'était... Voilà. Mais c'était un peu particulier. Après, je pense que dans la plupart des autres albums, tout ce qui était paysage, pour le coup, là, devait avoir son importance, quoi. Je vais juste rajouter une petite chose par rapport à... Alors, donc ça c'est sur un autre album avec un autre dessinateur qui s'appelle Sébastien Maurice, qui s'est occupé de la trilogie. Et alors lui, il a poussé le détail jusqu'à reproduire en 3D avec un logiciel le bar qui a lieu où a lieu les principales, je sais plus comment il s'appelle, le bar de César en fait. Et aussi le port de Marseille avec, à l'époque, apparemment, il y avait une espèce de barge comme ça qui traversait le pont de part en part. Voilà. Et en fait, donc, il a tout modélisé en 3D. Et une fois qu'il avait modélisé et le bar et le port, en fait, après, avec son logiciel, alors je sais pas trop comment ça marche, mais il plaçait en fait en fonction des scènes qu'il avait à raconter, il plaçait la caméra à tel endroit et boum, ça allait. En fait, après, il avait juste à décalquer, oui. Mais c'est autre chose, c'est plus que du décalcage, parce qu'en fait, il faut qu'on sait. Mais voilà, donc en fait, avec les outils actuels, en fait, on peut vraiment faire des. On va trouver le cadre idéal. Voilà. On va dire, c'est de l'aide. C'est pas encore l'intelligence artificielle, mais c'est de l'aide assistée par ordinateur, quoi. Mais après, le résultat est superbe, hein, si vous avez l'occasion de... Parce qu'en fait, ce qui importe, c'est le rendu. C'est le rendu et comment c'est raconté, parce qu'en fait, on peut faire de la bande dessinée avec des dessins... être dessinateur et être dessinateur de bande dessinée, c'est deux choses différentes. Et donc, En fait, excuse-moi, je rebondis là-dessus. C'est qu'en fait, souvent on dit scénario et dessin. En fait, quand on est dessinateur, on raconte aussi l'histoire, alors à notre manière avec les dessins. Mais si on n'a pas le sens, en fait, pour être dessinateur,
faut pas forcément être un bon illustrateur, mais par contre, il faut avoir le sens de la narration. Et ça, c'est pas forcément... tous les gens qui dessinent n'ont pas forcément... Le sens de la narration, c'est quelque chose qui est plus ou moins inné. On peut le travailler, mais c'est pas quelque chose qui va... Si on l'a pas au départ, c'est plus difficile à acquérir. Alors que le dessin, on peut progresser à force de dessiner. Ah, si, il y a des techniques quand même. Oui, mais il y a des règles. Il y a des règles. Mais je veux dire, le sens de la narration, c'est vraiment comprendre que on raconte une histoire à l'aide de dessins. C'est pas, on fait pas des dessins pour les dessins. Ben, on fait pas du. Enfin, ouais, on. Ouais, c'est ça. Mais... Non, mais combien de fois, moi je me souviens, je te coupe rapidement, mais on a vu, enfin je te coupe encore. Oui. Mais... c'est bon. Combien de fois on a vu des super illustrateurs ou illustratrices se gaufrer en BD? Ouais. Parce que le dessin est super, mais l'histoire, elle y est pas, on n'accroche pas. Même l'histoire peut être bonne. Voilà, c'est ça, c'est la mise en scène, quoi. Voilà, la même histoire, elle peut être racontée de 10 000 manières différentes. La preuve, avec Jacques Martin, quand il faisait Alix, on peut en parler, puisqu'il est décédé, je crois. Mais ça a été repris, et donc du coup, c'est plus modernisé, alors qu'au début, on est quand même dans quelque chose d'assez très théâtral, où on montre, les personnages sont tout le temps en pied, mais même sans aller là, même Uderzo l'utilisait ça, et dans l'humour, c'est vachement utilisé. Alors que je reste persuadé qu'on peut faire de l'humour tout en faisant du cinéma, et que... Enfin, en ayant du cadre. Alors, je parle souvent de cinéma parce que, bon, pour moi, la narration, elle est visuelle. Et le seul rapport que j'ai moderne par rapport à la bande dessinée, ça va être justement... On va, justement, il y a des règles, j'en balance comme ça, mais il y a la règle des 180 degrés, qui est un champ contre champ, il faut faire attention. Et en BD, tu triches toujours un petit peu pour que, voilà, tu peux pas faire un bête plan séquence en bande dessinée, il faut toujours que ça soit en... et en fait, c'est un peu inné, c'est notre façon de raconter, notre sensibilité qui va faire qui va transparaître un peu dans le truc. Et souvent, un dessinateur, j'ai été prof dans une école où on enseignait la BD, les élèves, souvent, ils disent on va faire de la bande dessinée parce que je sais dessiner. Enfin, ou que je dessine, ou que j'aime dessiner, mais en fait, ils se rendent vite compte, et je le vois aussi quand je fais des interventions avec les gamins, je m'amuse. Ils ont l'impression qu'ils vont dessiner là tout de suite, quoi. Et en fait, je leur dis non, on va d'abord faire le scénario. Après, on écrit le scénario case par case. Ensuite, on va décortiquer ce qui se passe dans les cases. Vous allez faire un croquis et vous allez établir combien il vous faut de strips. Donc les strips, c'est les bandes. Combien il vous faut de strips dans la page, combien il vous faut de cases dans le strip, et quel type de plan on va mettre dans la case 1 et qui va aller avec la case 2. Il y a une ellipse entre. Il y a toujours une ellipse, c'est l'art de l'ellipse tout le temps. Est-ce qu'il faut qu'elle soit grosse, il faut qu'elle soit petite, etc. Et ça les... Tu les as écœurés? Je les ai écœurés. Et très vite, ils se disent, mais c'est quand qu'on dessine? Ben, tout ça sera prêt. Et là, c'est les vacances. Là, on dessine, on fait des beaux Mickey, encore une fois, mais en vrai, on n'est même pas obligé de... Pour moi, un album, il est, entre guillemets, pour moi, il est fini quand j'ai fini le storyboard, en fait. Ce qu'on appelle le storyboard. Et parce que la partie créative, elle est vraiment au moment du storyboard, puisque c'est là vraiment où tout se met en place. Après, on peut le faire plus ou moins poussé. Moi, je sais que je fais assez poussé, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a déjà tout sous les yeux, il y a le scénario, après c'est que de la technique, on va dire, pour faire quelque chose de joli, quoi. De plus joli, de plus lisible pour le lecteur, parce que c'est vraiment des croquis à l'arrache, ou un peu plus poussés, mais qui peuvent être jolis, tout ça, mais c'est pas vendable, c'est pas, encore une fois, c'est commercialement, alors que pour moi, c'est fini à ce stade-là, et le reste, à la limite, c'est presque pas un calvaire, mais c'est accessoire, quoi. Mais interroge 90% des gens de métier, ils vont te répondre ça. Oui. C'est l'étape qu'on préfère le plus, c'est ça, c'est le storyboard, quoi, la mise en scène. Donc le narratif, si tu veux. Voilà, c'est là que ça prouve que dans la BD, on a une façon de faire un peu particulière. Mais on doit mettre des vêtements sur notre BD pour que ça soit lisible. Voilà, c'est ça. Alors que le corps est fonctionnel. On va peut-être s'arrêter là.
Est-ce que vous voulez nous dire c'est quoi votre actu en ce moment et on s'arrête après ça? Vous êtes en train de travailler sur quoi? Moi, j'ai pas d'actu. Qui sort ou qui va sortir? Ça va sortir, je sais pas quand, parce qu'il y a 130 pages à faire. Ah oui. On vient à peine de finir le... Dans 6 mois, d'après ce que tu nous dis. Non, moi j'arrête. Non, parce que voilà. Non, mais je vais vite, mais ça me convient pas spécialement. Je vais vite quand j'ai pas de choix. Là, j'ai le choix. Donc, on a mis 4 mois pour faire le storyboard, tu vois. Ça a été long. 130 pages, 4 mois. Et donc, ça va sortir chez Glénat. Mais alors, à quelle date? Je ne sais pas encore. Voilà, je dirais plutôt 2026 peut-être. Voilà. Et c'est du post-apocalyptique Mad Maxien, un petit peu divergence. Ouais. Ça m'étonne de toi. Ouais, bizarre. Hein. Un petit peu de divergence, un petit zeste de divergence, un petit zeste de merde, comment s'appelle ce film hein Hunger Games. Voilà. Oui. Et un petit zeste. Des duellistes. Et voilà. Et des jeunes garçons et des jeunes filles qui vont se battre entre eux, qui vont faire des duels pour un conglomérat. Voilà, mais je peux pas en dire plus. Mais ça s'appelle Pour la Rose. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et il faut me suivre sur Instagram. Voilà. Alors moi je travaille avec Philippe Charlot, qui est scénariste, qui avait fait pas mal de bandes dessinées, toujours historiques, toujours autour de l'histoire, alors à différentes époques, mais sur laquelle en fait, en partant d'événements historiques ou de scènes connues, il va greffer dessus des histoires avec des personnages inventés, des personnages romanesques. Et donc ça sortirait début d'année prochaine et ça sera, donc ce coup-ci ça sera autour d'Henri IV, au moment de son couronnement, quand il s'est converti au catholicisme. Et voilà, donc avec des personnages qui vont venir interagir au milieu de son couronnement, qui vont l'aider d'ailleurs. Je vous laisserai découvrir ça. Donc ça sortira l'année prochaine chez Grand Angle. Moi je suis en train de finir les colorisations la semaine prochaine de 116 pages pour un album chez Air Libre Dupuis, qui parlera de Billie Holiday, qui sort d'une chanson Strange Fruit sur le lynchage des Noirs aux États-Unis, en plein McCarthyisme. Il y a plein d'originaux, de communistes, artistes, etc. J'aime bien les trucs engagés. Ça sort en mars-avril l'année prochaine. Avec le même scénariste un petit peu avant, janvier-février ou février-mars, du coup on va en Oklahoma pour un autre projet, suivre les Indiens Choctaw, et on va voir chez qui on développera ensuite ce truc-là, mais ça reste un récit historique plutôt engagé, etc. Et entre les deux, ce que j'aimerais, là j'attends des réponses, mais je pense que je vais développer un vieux récit muet. Ça s'appelle Terrasse. C'est l'histoire d'un dessinateur qui fait des portraits de Kidam autour de lui, tout au crayon couleur. Voilà, on verra. Si c'est pas édité chez quelqu'un, je le ferai par moi-même, de toute façon. Là, au moins, tu auras de la place pour dessiner. Tu ne seras pas embêté par les bulles. Oui, oui, c'est ça. Je suis un peu lent, mais là. Oui, j'étais tellement traumatisé. Voilà. Non, j'aime bien on parlait. Non, mais justement, on parlait de narration. Je trouve tentant, voire périlleux, j'en sais rien, de faire ce genre de truc. Il y a quelques bouquins qu'on connaît tous qui sans parole, on va dire ça comme ça. Mais où c'est un sacré challenge de quand même tenir le lecteur par la main jusqu'à la fin sans qu'il soit perdu. Et tout ça avec le truchement justement de la mise en scène, on en parlait là. Voilà. Donc j'ai bien envie d'essayer ce truc-là, on verra bien où ça me mène. Ok. Voilà. Après, c'est des albums qui sont... Ah bah ouais, mais du coup je vais les faire plus rapidement aussi. Non, j'en sais rien, on verra, je sais pas. J'ai envie de tenter le truc quoi. Donc on verra bien. Merci beaucoup. Merci à toi.